Hello la team, hello, hello, hello. Comment va? Plutôt bien, j'imagine. La même Ça que la va. semaine dernière. Encore en mieux, encore en mieux, encore en mieux. Aïe, aïe, Hmm, aïe. Ça va clairement. toi? Bah écoute, ça va. Normalement, vous avez plus de problème de micro, donc ça fait vraiment plaisir. Je vais vous faire des tutos à ce sujet-là. Ça va super. Tu sais, ma vie elle est cyclique. C'est-à-dire que j'ai des moments très crypto, j'ai des moments moyen crypto, j'ai des moments très gaming. Là, je suis un peu sur la partie gaming et ça me donne plein d'idées après pour la partie crypto. Et c'est vrai que sur la partie crypto, on a quand même des bonnes nouvelles cette semaine. Hein. On a le nouveau consensus Solana qui a été annoncé. Et je t'avoue que rien que ça, pour moi, c'est la news de la semaine. Sans parler, bien sûr, de l'ATH sur BTC et de l'ATH sur Hyperliquid. Tes principaux bags. Bien joué à toi. Bien joué à toi. Non mais Plus, j'avoue que je suis moins tout ce qui est Solana et tout dernièrement. Je devrais regarder un petit peu plus souvent. Mais j'avoue que en ce moment, Hyperliquid a pris toute mon attention, quoi. C'est un peu compliqué bien sûr. de regarder autre chose et tout, mais je pense qu'on va avoir une belle bataille en fait. Je pense surtout à ça. Je pense surtout que en fait ça va tirer tout le monde vers le haut, tu vois. Le fait d'avoir un Hyperliquid qui a la dalle, Clairement. qui est en train de tout péter, etc. Je pense que ça peut avoir que des impacts positifs pour Solana si, en fait, si il continue d'innover, etc. Alors après, je pense que on va se retrouver avec des chaînes qui auront toutes des utilisations différentes, tu vois. Enfin, c'est un Mhm. peu ce qu'on a actuellement, tu vois. T'as Ethereum qui est globalement DeFi, lending, borrowing, settlement layer, etc. T'as Solana où tu peux trader des shitcoins et t'as Hyperliquid pour trader tout le reste, en fait. Mhm. Et je pense que toutes ces chaînes se complémentent bien, mais Ouais. juste, je sais pas à quel point l'une de ces chaînes peut prendre le dessus sur d'autres ou peut être amenée à avoir à toucher encore plus de cas d'utilisation. En fait, je me demande à quel point, genre les meme coins, ça va toujours être les trenches sur Mhm. Solana et ça restera sur Solana, ou est-ce que Hyperliquid peut réussir et s'accaparer une partie du marché meme coin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Hyperliquid, ils ne peuvent pas lister non plus n'importe quoi. Il y a pas mal d'enjeux Ouais, à je ce sais pas. niveau-là. Mais Ouais. en tout cas, les gens traderont de plus en plus les meme coins sur les dérivés sur HL, en tout cas, je pense. Bah, en fait, moi, en ce moment, j'essaie vraiment de me poser en me disant, de manière totalement transparente, j'ai très bien géré le cycle 2017, très bien 2021. Je me suis senti beaucoup plus dépassé par ce cycle. C'est pas grave, on s'adapte. Et en fait, au-delà des apps, il y a les apps et il y a les revenus. Donc, quand tu prends le cas Hyperliquid, c'est un DEX avant tout. C'est un DEX, spot et dérivé. Qui propose une expérience semblable à des systèmes centralisés avec les frais qui vont avec, du coup. Donc, au-delà de l'infra, tu as un produit qui est béton. Solana, tu peux lancer, comme dit, voilà, des meme coins, les trader pas cher, tu as là le choix, etc. Ethereum, c'est l'espace pour la DeFi. Donc là, on a 3 protocoles où il y a des apps et il y a des revenus. Et en fait, le vrai sujet, c'est si je veux lancer une app à succès qui génère des revenus, je le fais où? C'est ça la question, en fait. Je vais où? Pour profiter de quoi? Si c'est pour profiter de subventions, bah peut-être que tu vas aller chasser à le nouveau Layer 2 ou le nouveau Layer 1 qui se lance et qui va arroser de subventions. Mais à quel prix, tu vois? Si tu veux de la sécurité économique, bah ça va être Bitcoin et Ethereum, mais surtout Ethereum. Si tu veux de la flexibilité, c'est Solana. Et pour ce qui est d'Hyperliquid, en réalité, à part le DEX, est-ce qu'il y a d'autres usages d'Hyperliquid qui font que Hyperliquid prendrait les devants? Je te demande. Pour moi, déjà, le plus gros avantage d'Hyperliquid, c'est la liquidité. En fait, tout le monde veut de la liquidité. Tout le monde veut avoir un slippage le C'est plus bas vrai, possible. Tout le monde veut payer le moins de frais c'est vrai. possible. Et du coup, HL ont ça. Et je pense que l'autre point qui est assez unique, alors peut-être que c'est la même chose, par exemple, sur un Solana et Ethereum en ce moment, j'en sais rien. Mais j'ai un peu l'impression que, en ce moment, si tu lances un truc sur Hyperliquid, tu peux vite avoir l'attention de l'écosystème. Mais en fait, non, je pense que le take qui est très différent et qui, pour moi, rend Hyperliquid fou en tant qu'écosystème maintenant, c'est que tous les gens sur Hyperliquid sont riches. Ouais, Qui sur Hyperliquid est broke. C'est-à-dire que si tu es ouais, actif ouais, sur, ouais. sur Hyperliquid, tu as au minimum mangé l'airdrop. Et si tu l'as pas eu, peut-être que tu as acheté du hype et que tu t'es mis bien, en fait. Et du coup, ce qui fait que Hmm. pourquoi il y a aussi beaucoup de TVL sur Hyperliquid? C'est simplement parce qu'en fait, ils ont airdrop tellement une quantité faramineuse d'argent via le token et son appréciation ou via juste l'airdrop initialement, que en fait, il y a énormément de gens qui sont fortunés sur Hyperliquid et qui peuvent déployer rapidement des fonds dans des nouvelles applications, ce genre de choses. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de, en fait, tu as une traction initiale qui est beaucoup plus forte Hmm.
que peut-être d'autres chaînes. Alors peut-être que voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui disait comme Solana à l'époque. Je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais sûrement. Et je pense que c'est ça le gros atout. Donc je pense liquidité, effet de réseau et le fait que les gens ont des sous à placer en fait, ou avec lesquels expérimenter. Les liquidités, c'est clair que pour moi, c'est l'argument. Tu as mis le point sur l'argument principal. Tu as aussi Ethereum qui devient le hub des liquidités avec la sécurité économique par-dessus. Je vais revenir sur un point qui est important et que je maîtrise pas totalement moi-même, mais qu'il faut essayer de bien comprendre sur Ethereum. C'est le IP 7702 qui est sorti là avec la mise à jour Pectra. C'est cette histoire de smart account, c'est de count abstraction, que tu as parfois nativement sur certains layers 2, mais que tu n'avais pas sur d'autres, tu vois. Elle est venue sur l'Ether, mais à condition que tu actives cette option. C'est-à-dire que quand tu crées un wallet Ether sur le mainnet Ether, tu l'as pas par défaut. Tu dois consommer du gaz pour transformer ton wallet en smart wallet. Et seulement à ce moment-là, voilà. Et seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir profiter de ça. Donc, il y a la mise à jour qui vient d'arriver sur qui va arriver sur Arbitrum sous peu. Elle est aussi sur Base, Optimism, l'Unichain, etc. Donc, il te faut un wallet, une interface wallet qui te permet de l'activer. Parce que, tu vois, par exemple, MetaMask, je crois que ça a été corrigé. Empire Wallet le valide. Mais tu sais, tu as plein de wallets qui te permettent d'interagir avec Ethereum qui ne te proposent pas l'option activer le smart wallet. Donc, déjà, il te faut un wallet pour activer l'option. Il te faut du gaz. Obligatoire d'avoir du gaz, et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir en profiter. Mais en partant de ce schéma-là, quand tu vas commencer à avoir plein de layer 2 qui vont l'activer, plus plein de wallets qui vont permettre de l'activer, et qu'en plus de ça, ça va pas coûter énormément de gaz parce que les frais d'Ethereum vont avoir tendance à baisser, on va commencer à avoir cette expérience un peu plus semblable à un simple layer 1, sans la prise de tête de bridger à chaque fois, tu vois. Mais ça va être valable pour tout le VM, non ? C'est l'idée. En fait, l'idée, c'est que quand tu vas interagir avec un smart contract, Uniswap ou peu importe, en fait, tu vois, DeFi, LamaSwap, peu importe, ça peut trigger le IP si jamais ton wallet il est compatible, ou alors peut-être que ça te proposera l'option de te dire, t'es pas encore compatible smart wallet, mais est-ce que t'es prêt à payer des gaz pour le devenir? Tu le payes une fois et après, c'est bon, ton wallet il est ready, tu vois. Et ça va vraiment améliorer l'UX à mort. Le truc, c'est que c'est toujours cette problématique qu'on a avec Ethereum, c'est que, tu vois, j'ai beau vivre des crypto-monnaies, être dans ce marché, être quelqu'un d'assez technique, même si je suis pas dev, on comprend pas bien, tu vois, c'est mal expliqué, en fait. Et du coup, les gens, ils cherchent la simplicité aussi. En fait, je pense qu'il faut juste que des gens l'utilisent, quoi. Enfin, des applications qui te forcent à l'utiliser. Je travaille aussi avec Mass qui font pas mal ça, où ils une sorte d'abstraction de la complexité qui est derrière. Tu as un système de gas tank, il y a toutes ces choses-là. Et je pense que c'est ce vers quoi on doit se diriger. C'est-à-dire que je réfléchis, je peux savoir sur quelle chaîne mes assets sont, mais je réfléchis plus en quoi je paye mes gas tokens, c'est rapide. C'est ça. Si je suis un novice, j'en ai rien à foutre, je fais un Google Connect qui me permet de recovery ma private key, des trucs comme ça. Pour des petits wallets avec très peu de sous, ça suffit largement. Et puis ça rend l'UX mieux. Et pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus de sous et faire des grosses opérations, ils peuvent s'y soustraire et travailler sans, quoi. Donc, et ce que tu dis, c'est très positif parce que c'est surtout que ça va avoir un impact sur tout ce qui est EVM. Et moi, quand je pense EVM en ce moment, je pense aussi à Hyper EVM. Donc, en fait, c'est un truc qui bénéficie à tout l'écosystème EVM, dont Hyperliquid, mais aussi à tous les autres L2 et tout ce qui se bâtit sur l'EVM, quoi. Donc, même Mega ETH et tout, je suppose. Ouais. En fait, le problème de ce IP 7702, c'est que par contre, si tu ouvres les vannes comme ça, tu peux te retrouver aussi avec un schéma cauchemardesque où, au lieu de te faire drainer juste des Ethers parce que tu autorises que les Ethers, tu sais, puisque avant il fallait d'abord autoriser et après faire le swap. Là, tu pourrais appuyer sur un bouton et te faire dessouder de A à Z. Donc déjà, c'est pour ça que Ledger, par défaut, peut-être que ça a changé, mais pour le moment, Ledger, il whitelist les wallets et il whitelist les smart contracts avec lesquels tu peux exécuter cette nouvelle fonctionnalité de l'EIP, ce que me disait le CTO. Mais on va avoir une dinguerie. Et c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir des wallets qui sont capables de simuler le risque et de te dire avec une pop-up, par exemple, type Rabi ou Ledger, mec, appuie pas sur le bouton parce que là, tu vas te faire drainer. Parce que si tu as tes habitudes habituelles, potentiellement, tu te fais avoir, quoi. Non, clairement. Mais du coup, moi, je me demande, premier degré, quel futur pour Solana dans tout ça, quoi. Moi, je me dis quel futur pour Ethereum dans tout ça, tu vois. En fait, le truc, c'est que Solana, ça fait un moment que ça existe, ils ont eu le temps de prouver, etc. Et au final, il y a quelques trucs intéressants qui sont build dessus, mais qui sont pas
assez fort au point de garder les users, à part tout ce qui est meme coin et trenches. Et du coup, je me demande en fait quelles sont les perspectives d'avenir pour Solana en fait. Je me demande où est-ce qu'on va atterrir, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Et je sais pas, peut-être que je surestime totalement l'impact que va avoir Hyperliquid, mais moi, ça me fait réfléchir à ces choses-là. Alors, c'est pas exact, enfin, ça fonctionne pas de la même manière, ils ont pas tous les deux les mêmes objectifs, etc. Mais il y a quand même un overlap, tu vois. Genre, il y a quand même, enfin, si ton objectif c'est d'avoir une chaîne pour trader et des meme coins, est-ce qu'on trouvera pas un moyen de le faire mieux sur Hyperliquid? Bah c'est ça. En fait, le sujet, il s'adresse à tous en réalité. C'est, tu vois, par exemple, tu pourrais dire fuck toutes les cryptos sauf Bitcoin. S'il doit se passer quelque chose, c'est sur Bitcoin. Sauf que Bitcoin n'est pas du tout designé pour faire des trucs un peu complexes. Et même si on va avoir des layers de Bitcoin, je l'entends, hein, la promesse des BitVM, des Starknet et compagnie, mais je pense que tu seras toujours limité par le L1 Bitcoin. Donc déjà, il y a cette première problématique. Ensuite, tu as Ether. Le problème actuel d'Ether, c'est que même s'ils tendent à être plus performants, plus rapides, moins chers, ils seront toujours clairement en retrait par rapport à Solana et Hyperliquid. Donc leur avantage, c'est leur effet de réseau historique, mais le désavantage, c'est que niveau perf, tu t'y retrouves pas du tout. Et donc sur le terrain des performances, bah, il reste, comme tu le dis, Hyperliquid et Solana. Mais le truc, c'est que Hyperliquid, sur la partie EVM, c'est 7 transactions par seconde, c'est puant. Ils ont augmenté là. Ils ont passé les blocs, les phases, les petits blocs, ils les ont passés de 2 secondes à 1 seconde. D'accord, donc ça se fait donc progressivement. Ça va aller plus vite et en gros, ils ont expliqué qu'ils allaient faire de l'incrémentation, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter progressivement les capacités de la blockchain, etc. Mais en fait, s'ils vont avoir une EVM ultra performante, enfin, si leur chaîne EVM est ultra performante, là, ça remet plein de choses en question. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, clairement, on se retrouve avec des frais qui sont hyper élevés sur l'hyper EVM, genre un réseau un peu congestionné, etc. Donc voilà. En fait, moi, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à scaler l'hyper EVM? Si pour moi, ils scale l'hyper EVM, c'est endgame ultime. Genre, je vois pas si le VM et l'hyper EVM est scalable et peut onboarder beaucoup plus de gens, je pense que c'est fini pour. Franchement, Fini pour Solana, mais genre ça ferait une vraie concurrence, mais ça n'est pas le cas. Donc clairement, mais tu vois, pour ceux qui nous écoutent, déjà, d'une part, je pense que là, on est à un stade où c'est plus oh arrête Picsou de nous parler d'Hyperliquid toutes les semaines. Là, c'est bon, c'est acté, on a le prix devant les yeux, c'est du gros sérieux. Le discours a changé. Et le discours a totalement changé. Moi, je suis choqué, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, du coup, comme tu dis, pour le scaling de l'EVM, qu'est-ce qui les empêche de scaler plus? Parce que tu vois, les autres environnements, je les connais plus. Mais qu'est-ce qui fait que l'EVM, elle va pas à fond la caisse comme n'importe quel EVM d'autres chaînes, tu vois? Je suis pas capable de l'expliquer. Je suis pas capable de l'expliquer non plus, j'ai pas toutes les compétences techniques, mais après, il y a tout l'enjeu des précompiles, du truc qui le link à l'hypercore et... En fait, le plus fou, c'est que techniquement, bientôt, tu pourras trader en spot n'importe quel asset sur Hyperliquid. Actuellement, il y a BTC, ETH, Sol, Fortcoin, mais techniquement, bientôt à la volée, moi, de ce que je comprends, on pourra déposer n'importe quel asset. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un meme coin qui se lance ou n'importe quoi qui se lance tant qu'il est sur Solana ou sur Ethereum, ou en tout cas qu'il est EVM, il puisse être genre mis sur HL et qu'on puisse le trader genre spot, c'est-à-dire qu'on puisse le déposer et le retirer, sans KYC, ultra liquide. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un big deal. Et mais après, quel est le risque de piratage là-dedans, tu vois, déjà? Ça, c'est Est-ce que tu sais comment c'est sécurisé? En fait, le problème, c'est que tu as un risque de contrepartie dans le sens où, en fait, en gros, pour faire ça, donc en gros, quand tu déposes un autre asset que de l'USDC sur Hyperliquid, actuellement, tu passes par Unit. Et Unit, en gros, c'est des potes de Jeff, pour faire très simple, qui sont indépendants et qui te permettent de déposer et de retirer les sous. Et donc, en fait, c'est de ce que je comprends, c'est tout comme le bridge Arbitrum vers HL, c'est un multisig, quoi. Donc il y a un risque non négligeable. Après, il faudrait que je me renseigne sur la sécu exacte de Units. Pour le coup, c'est très intéressant, mais honnêtement, Units sont indépendants, mais ça m'étonnerait même pas que la team HL se soit collée sur le sujet et qu'ils aient bossé avec eux parce que, genre, c'est tellement critique pour la plateforme que je vois pas un monde où ils les ont laissé les yeux fermés faire ça et être intégrés nativement. Qu'on se le dise pour les gens sideline comme moi, tu as la peur de te dire c'est presque trop beau pour être vrai en ce moment, Hyperliquid. Est-ce que ça va pas mal finir?
Et surtout, vu toute la liquidité qu'il y a dessus, je pense que les hackers, ils sont à bloc pour essayer de baiser le système. Là, à mon avis, ils attendent que ça. Attention aux gens qui trade sur Hyperliquid. Non, mais en fait, dans tous les cas, genre, évidemment, il y a du risque. Genre, le risque zéro n'existe pas et c'est clair qu'il faut s'en souvenir. Et en plus de ça, c'est une tech qui est assez nouvelle, récente, donc forcément, il y a du risque qui s'ajoute. Mais si tu regardes la TVL de Hyperliquid et de l'HyperEVM, etc., en soi, t'as intérêt à taper genre d'autres gens que Hyperliquid. Enfin, genre sur Ethereum, il y a plein de protocoles à plusieurs milliards de dollars, tu vois. Donc, mais c'est clair qu'il y a ce risque-là et il faut pas l'exclure. Mais c'est pour ça que moi, dès que, par exemple, imaginons j'achète du BTC sur Hyperliquid en spot, je le retire instant, tu vois. Genre, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut pas qu'on n'a pas besoin. Enfin, en gros, c'est décentralisé, mais t'es pas en self-custody quand tu déposes sur Hyperliquid. Genre sur l'HyperEVM, t'es en self-custody. Sur les assets que t'as sur Hypercore, t'es en self-custody. Mais genre, les assets spot, c'est de l'asset custody, c'est-à-dire que... En fait, ça dépend. Enfin, en gros, sur l'HyperEVM, déjà, c'est comme une EVM normale. Enfin, t'as tes fonds, tu peux les retirer à tout moment. Mais en fait, le problème, c'est genre, est-ce que t'es capable de les vendre ou de les bridger vers un autre endroit, tu vois, et pas rester que dans l'écosystème HL. Mais j'essaie de comprendre les failles, c'est pour ça, parce que... Non, mais la faille, c'est le multisig du bridge Arbitrum to HL. C'est le multisig, ou en tout cas la sécurité qu'il y a autour du unit. C'est évidemment tout ce qui est les serveurs, l'API, tout ce qui permet de faire fonctionner le truc on top de la blockchain. Et c'est la centralisation aussi, le problème. Après, en fait, HL ont pris le parti très différent des autres, enfin très différent, beaucoup plus assumé que les autres, de dire notre produit il va pas être totalement décentralisé au début. Mais c'est quelque chose qu'on va faire progressivement. Et là, si tu regardes, il y a de plus en plus de validateurs dans le validateur set. Ils prennent de plus en plus de décisions pour remettre, entre guillemets, les clés du royaume à la communauté. Donc maintenant, bientôt, pour taper dans leur API, en fait, tu pourras monter ton propre serve. Même maintenant, tu peux devenir validateur, faire ton propre nœud. En gros, c'est pas qu'ils essayent de se distancer de ça, mais ils essayent de donner beaucoup plus de cartes, en fait, à la communauté. Même maintenant dans les décisions, il y a beaucoup de choses qui sont discutées sur le Discord et qui sont genre débattues, quoi. Et même dans la décentralisation, ils délèguent, etc. Donc évidemment, c'est pas parfaitement décentralisé. Il y a encore beaucoup de chemin, tu vois. Et je compare pas la décentralisation de Hyperliquid à Solana ou Ethereum, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, ça leur a souri. Et donc, la question, c'est de voir s'ils se décentralisent plus, est-ce que ça impacte les performances? Si c'est pas le cas, ou si c'est peu le cas, c'est Omega bullish, quoi. Donc, on nous demande dans le chat, DYDX, t'es en self-custody ou pas? DYDX, tu déposes tes fonds sur la chaîne comme tu les déposerais sur la chaîne Osmosis ou n'importe quelle blockchain de l'écosystème Cosmos. Et quand t'as besoin de les retirer, voilà. C'est ça. Mais du coup, si tu veux vraiment être secure de chez Secure, les fonds que tu traites pas, tu les sors de la chaîne et tu les mets sur un wallet à part. Voilà. Puis l'enjeu, c'est... Mais en fait, à partir du moment où tu peux bridger tes assets de l'HyperEVM ou Hypercore genre sur une autre chaîne, ça va, tu vois. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait surtout le single point of failure du bridge Arbitrum. C'est-à-dire que, genre, très bien, j'ai des USDC sur HL, mais je dois avoir l'autorisation d'HL pour pouvoir les retirer, quoi. Enfin, globalement. Pour pouvoir les envoyer sur une autre chaîne, quoi. Donc, après, je suppose qu'il y a plein de L2 avec des séquenceurs totalement centralisés qui sont comparables aussi, je suppose. Mais c'est tout pareil. Tout est pareil. Je le maîtrise pas à 100%, mais ça commence aussi à se décentraliser, entre parenthèses, pour avoir des systèmes un peu semblables à DYDX V3, où tu sais, tu peux enclencher un mode où t'as pas besoin de demander son avis à la chaîne pour pouvoir sortir. Ouais, genre t'as pas besoin d'une action humaine ou de quoi que ce soit, ou de l'autorisation de je sais pas qui, genre en gros juste code is law, quoi. Voilà, code is law, exactement. C'est l'idée. Donc, il y a eu des questions très intéressantes dans le chat que j'ai pas, parce qu'on parlait bien et j'ai pas voulu les reprendre. Foxy qui m'a dit plus tôt, si je comprends bien, avec le IP 7702, les bridges sont amenés à disparaître. Alors, non. Tu auras toujours, en fait, le game des bridges, il évolue. C'est-à-dire que aujourd'hui, un bon bridge, c'est quoi? C'est un bridge qui va te permettre de bridger plus vite que les autres, avec
plus de chaînes et moins cher que les autres. Donc aujourd'hui, ça se bagarre entre Relay Bridge et Across, parce que justement, ils ont mis en place des espèces de mécanismes pour que ça prenne que quelques secondes pour sortir, là où t'as d'autres bridges qui sont beaucoup plus lents, mais qui coûtent du coup beaucoup moins cher. Voilà, donc ce game, il va évoluer, et ces bridges, en fait, ils sont agrégés les uns aux autres, ils essaient de faire des optimisations au niveau des coûts, etc. Mais tout ça pour te dire que le IP Ethereum, elle peut faciliter les interactions, mais comme d'hab, aujourd'hui, cette IP 7702, tu l'as pas sur tous les layers 2 d'Ethereum. Et surtout, si tu dois interagir avec des chaînes qui sont pas de l'écosystème EVM ou de l'écosystème Ethereum, tu es obligé de passer par un bridge automatiquement. Donc des façons de bridger, il y en a plein. Et juste pour reparler d'HL, en fait, c'est un peu la même problématique que quand tu trades, par exemple, je sais pas, genre sur Drift, sur Solana ou quoi que ce soit, ou même quand tu trades sur genre une app chain, comme tu l'as dit avec DYDX, en fait, en gros, tu envoies tes fonds sur une chaîne, la question c'est à quel point tu es souverain, à quel point tu peux faire ce que tu veux de ces fonds sur cette chaîne-là, quoi. Donc, c'est ça. Mais moi, en fait, mon pari, c'est que, en fait, déjà, avec le système d'Hypercore, en fait, plus ou moins bientôt, n'importe quel asset que tu as sur Hypercore, tu pourras le mettre sur l'HyperEVM. Et après, sur l'HyperEVM, tu peux bridger vers Ethereum ou d'autres réseaux et faire ce que tu veux de tes assets. En gros, l'enjeu, c'est d'interconnecter HyperEVM à plein d'autres écosystèmes pour amener des gens et pour faire en sorte que tout soit beaucoup plus interconnecté, quoi. Et je pense que si ils arrivent à vraiment plier un classique sur ça, c'est fou parce que l'enjeu, c'est d'avoir des assets, mais surtout de pouvoir les trader de manière ultra liquide. Et là, en fait, par exemple, si j'ai un BTC sur l'HyperEVM, en fait, je peux le retransférer sur Hypercore instantanément. Et derrière, après, je peux accéder à la meilleure liquidité on-chain quasiment. Tu vois. Meilleure liquidité, genre une bonne liquidité, tu vois. Donc, alors que je comprenne bien, quand tu déposes un vrai BTC sur Hyperliquid, eux en fait ils ont des wallets qui sont sur BTC, en gros le réseau BTC. Et par contre l'équivalent BTC sur l'HyperEVM c'est un BTC wrappé, c'est ça? Non, en gros quand tu déposes ton BTC, tu le déposes via Units et ensuite ce BTC il t'est crédité sur Hypercore, qui est genre le DEX. En gros Hypercore c'est le DEX. Ça je te suis. Ensuite tu peux dire j'envoie ce BTC sur le VM et tu as toujours ton vrai BTC natif, genre. C'est toujours la même appellation. Parce qu'en fait, à tout moment, ton asset EVM, tu peux le mettre sur Core. Et ton asset sur Core, tu peux le mettre sur EVM. En fait, c'est le même asset, tu vois. Et du coup, c'est ça la puissance du truc, quoi. Et en fait, la grosse puissance de HyperEVM, c'est que HyperEVM est directement connecté à Hypercore. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les pré-compiles. Bientôt, sur l'HyperEVM, avec des smart contracts, tu pourras déclencher des actions qui t'amènent à acheter ou vendre du spot ou longuer ou shorter sur les dérivés. Et en fait, quand tu le feras on-chain sur la HyperEVM, ça ira taper dans l'order book de Hyperliquid, à savoir, globalement, Hypercore, quoi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu auras la liquidité d'un exchange centralisé, typiquement, genre un OKEx, un Bybit, etc., interconnecté à une chaîne EVM à laquelle tout le monde peut accéder et tout le monde peut build dessus, quoi. D'où ta question de te dire et Solana dans tout ça, parce que l'HyperEVM c'est quand même une interface avec Ethereum, mais t'as pas d'interface avec Solana. Alors il y a quelqu'un qui dit c'est de l'UBTC, donc Wrapped. En fait, en gros, tu peux le redeem instantanément. Donc du coup c'est un UBTC, mais c'est Units BTC en gros. Mais ce BTC, tu peux les redeem à tout instant. Alors que je suis pas sûr que tu puisses le faire avec les wrapped Bitcoin sur Ether ou sur Solana, non? Avec BitGo, qui avait été racheté par Justinson, etc. Je sais pas, mais c'est pas du natif, quoi. C'est juste ça. En fait, à partir du moment où tu n'es pas sur la blockchain Bitcoin, tu peux pas être natif, quoi. Si. Tu pourrais faire, avec de la cryptographie, faire comme si c'était une expérience blockchain Bitcoin en utilisant des scripts Bitcoin. Oui, mais et en te donnant la custody. Faut que tu sois sur Bitcoin, quoi, en gros. Mais non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais oui, t'as aussi des limitations par rapport à Bitcoin, et c'est pour ça que le fait d'avoir des IK, ça faciliterait probablement pas mal les choses aussi. Mais je pense à Rune, tu vois, Torchain, que je maîtrise pas à 100%, il me semble que c'est du natif sur Torchain, quand tu déposes et que tu retires. En tout cas, je pense que le plus important, c'est d'être capable de pouvoir déposer et retirer instantanément n'importe quel asset et d'en garder la custody, en fait. Et à partir du moment où tu peux le faire, c'est large, quoi. Donc, je vois, ça dit, ça sent le futur hackage. Mais en vrai, c'est possible. En vrai, c'est possible. C'est pas un truc à exclure. Mais pour l'instant, ils ont fait les choses bien. Et je pense que tout ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, c'est un moment, il y avait eu un FUD, etc. Ça les a vraiment tirés vers le haut et ça les a poussés à prendre des meilleures décisions d'un point de vue sécurité. Donc, je pense qu'ils ont appris de ça. Après, on n'est jamais à l'abri en crypto, les potes. Hein. Vraiment, on n'est jamais à l'abri. Mais en fait, c'est un peu le seul argument que je vois des gens qui sont pas dans le train, en fait. C'est-à-dire que là, en gros, les gens qui vont pas sur Hyperliquid ou rentrent pas dans le train, parce qu'ils ont peur d'un hack, mais... Ouais, ou d'une autre folie d'Oracle ou de machin. C'est la peur, hein, ouais, clairement, c'est nouveau, c'est la peur.
Mais cette peur, c'est bizarre que les gens l'aient pas sur d'autres chaînes ou sur d'autres, tu vois, sur d'autres protocoles. Genre, ils se posent moins de questions. J'ai l'impression que HL, c'est vraiment le point critique, quoi. Non? Ouais, si, il se le pose, je pense, sur un Sui ou sur un Aptos, mais le truc, c'est qu'en fait, il est victime de son succès parce que tous les yeux sont sur lui, et donc ça fait penser à FTX, ça fait penser à Luna, etc. Et sans comprendre tous les tenants et les aboutissants techniques, bah, les gens, ça leur fait peur. Alors qu'en fait, dès que tu as un projet qui a de la bouteille, Bitcoin, Ethereum, Solana, l'historique fait que ça te rassure plus. Parce que tu te dis, bah, si en 5 ans ou 10 ans, il s'est pas passé un truc absolument catastrophique, c'est que ça tient à peu près la route. Alors qu'Hyperliquid, c'est assez frais. Bah, en fait, c'est simple. Si tu veux être un early adopter ou faire partie des innovateurs, tu prends plus de risques que les autres. Ça fait partie de ça. Clairement. Donc, et c'est vrai qu'il y a que le temps qui pourra parler. Mais après, si on doit attendre 5 ans pour s'exposer à un protocole, c'est relou, quoi. Ah, mais clairement. En tout cas, oui, on va parler de SUI, on va parler du Axe Cetus, évidemment, c'est dans le coin hebdo du jour. On parlera aussi des 7 transactions par seconde théoriques d'Hyperliquid et des frais, parce qu'il y a eu quand même une belle explosion au niveau des frais sur la partie HyperEVM. Tout ça, c'est prévu, bien entendu. Mais en tout cas, que retenir de cette très longue introduction, mais que j'ai trouvé très intéressante, c'est que le game, c'est les apps, ça on le sait, qui font du revenu. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, mettre de la blockchain partout, c'est possible, mais ça sert souvent à rien. Mais dans le cadre de la finance, ça peut avoir du sens parce que ça permet d'ubériser des business de la finance. Et on espère qu'un jour, on ubérisera d'autres secteurs d'activité. Non, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tu as un protocole qui est un des protocoles qui fait le plus de revenus en crypto, qui redonne 97% de ses revenus à son token. Et ça n'est jamais arrivé. Je suis d'accord. Sans VC, sans rien. Donc c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, en fait, du coup, on prend le raccourci de ça marche parce qu'il y a du revenu, ça marche parce qu'il y a du revenu et que la communauté est au centre du produit, du projet, de ce qu'ils font, quoi. Et c'est ça qui change tout. Et je dis 97% parce que les 3% restants, ils vont dans le HLP, qui est encore une fois un truc auquel tout le monde a accès. Donc, donc en soi, c'est ça le point majeur, c'est que tu as une cash machine sur laquelle les gens peuvent parier et spéculer sur sa réussite en ayant un lien direct, intrinsèque avec l'asset sur lequel ils spéculent. C'est-à-dire que, genre, aujourd'hui, Tether et Circle, c'est des machines à cash, mais on peut pas spéculer dessus. Il y a quoi comme autre machine à cash? Hyperliquid, et eux, ils remettent tout dans leur token. Donc forcément, ça peut sembler Ponzinomics pour certains. Pour d'autres, ça peut rappeler peut-être, je sais pas, Apple ou genre des boîtes qui rachètent des actions à eux avec l'excès de cash qu'ils ont. Mais en tout cas, c'est ce qui ressemble plus à un tokenized stocks en fait. Genre une vraie action tokenisée. Enfin, totalement. Ça, c'est ce qui s'en rapproche le plus, je pense. Parce qu'on lui donne toujours de la gouvernance, qui est d'ailleurs où on n'a pas vraiment de choix. Parce qu'en gros, c'est des whales qui décident pour nous. C'est un peu comme une sorte de fausse démocratie ou une démocratie tout court. Donc, c'est cool de prendre des choix, mais l'argent, il te revient pas dans les poches. Donc, quand tu peux avoir de l'argent qui rentre dans tes poches et avoir le choix, c'est quand même pas mal. Bon, après, la gouvernance sur HL, c'est pas encore ouvert et... clairement pas. Très ouvert et voilà, mais... moi, je suis peut-être que ça changera, peut-être pas, mais pour le moment, c'est pas forcément gênant, hein, parce que en fait, ils prennent des bonnes décisions. Moi, tu sais, je suis partisan de une dictature, ça peut marcher tant que le dictateur il fait les choses correctement, tu vois. Mais en fait, les gens ils trustent le process là, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé et donc. C'est ça. Et question intéressante dans le chat, les hype rachetés ne sont pas burn par le protocole aussi. Alors c'est pas vraiment une question. Mais c'est pas un vrai problème, en réalité. On s'en fout qu'ils soient pas burn. Bah, faut savoir ce qu'ils en font, mais on n'en sait rien. Oui, voilà. On n'en sait rien. Moi, je pense qu'ils vont juste rien en faire pendant très longtemps, mais je sais pas. En fait, il y a trop peu d'informations sur ça. Enfin, même si tu te renseignes dans la doc, etc., la doc est ultra incomplète sur ça. Et ça, faut le dire. Mais globalement, tout ce qu'ils achètent, ils en font rien pour l'instant. Ouais, mais pour moi, la logique veut que la gouvernance s'ouvre et les gens décident ce qu'on en fait, en fait, tout simplement. Bah, en fait, en gros, c'est ça. Parce que, en gros, il avait dit que genre la Lessons Funds, il est community owned, enfin, il est governance driven. Donc, ça veut dire que genre c'est la gouvernance. Et du coup, c'est tous les gens qui ont des hype stakés qui vont pouvoir choisir, quoi. Et du coup, bah, en fait, ça fait que, en gros, ils sont en train d'accumuler un énorme trésor de guerre. Et la communauté qui eux-mêmes ont le principal contenu de ce trésor de guerre, à savoir du hype, donc ils sont totalement alignés, vont choisir de ce qui va se passer. Et moi, je pense qu'ils vont choisir de juste rien faire, en fait. Ouais. Ça sert à rien de rentrer dans des délires bizarres de subventions, d'incitation économique, etc. Faut les laisser dormir. Ou alors dire, bah tiens, on va les burn, à la limite, tu vois. Ou les staker. Ou dire, ou les staker pour générer du revenu. En fait, on se rend pas compte, mais staker et déléguer,
en gros, là, ce qu'ils ont fait avec la fondation Hyperliquid, c'est qu'ils ont dit à des validateurs, on délègue chez vous et vous prenez tout le revenu, quoi. Enfin, ça veut dire que tu incentives ta communauté comme ça, et c'est pas une incentive de con, parce qu'en plus, ça aide à la décentralisation, genre ça finance des teams, mais c'est pas fait de manière débile, quoi, ou de manière un peu trop agressive. Donc, Et dans le chat, on dit il y a des fees qui sont burn. Oui, il y a une petite partie des fees qui sont burn sur la partie EVM parce que tu as le IP 1559 comme sur Ethereum. Alors, il y a quelqu'un qui dit Picsou, j'espère qu'ils vont pas mettre le hype en collab pour emprunter pour faire un FTTV2. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ils veulent pas les fonds de leurs users jusqu'à preuve du contraire. Donc, ce qui était le cas avec FTX. Et surtout, en fait, pour ceux qui se posent la question, moi, mon pari, c'est qu'on va pouvoir trader des assets crypto avec du collatéral, genre BTC ou d'autres types sur Hyperliquid, mais ça se fera pas en direct par la team Hyperliquid. Moi, je pense que ça se fera via Units ou des teams qui vont build par-dessus. Et ce qu'on a vu avec le HIP3, qui est un truc dont personne parle dans le CTFR et qui est, à mon sens, un des trucs les plus intéressants, c'est que je crois que c'est si t'as 1 million de hype staké, tu vas permettre à des gens de créer en fait leur propre DEX en marque blanche par-dessus HL, et dessus, ils vont pouvoir déployer des paires avec des collatéraux qui sont différents de l'USDC ou de l'USDT. Donc en fait, moi, de ma compréhension, c'est qu'ils ouvrent la voie pour que si demain, il y a un Binance ou un gros acteur, je sais pas, ou un Ethena ou quoi que ce soit, ils veulent build un DEX par-dessus HL, prendre leurs fees et déployer des assets avec des collatéraux différents, et justement, ce sera possible. Donc, ça, c'est... Alors, oui, 1 million de hype, c'est énorme, mais globalement... ça fait 40 millions, ouais. Et en plus de ça, tu as un risque de slashing et de pénalité si jamais tu fais de la merde sur les paires que tu listes, etc., pour garder le système safe. Mais ce que ça veut dire, c'est que si demain, tu as des gros validateurs avec toi, c'est grave faisable. Hein. Tu regardes les validateurs, ils sont tous à... Il y en a plein qui ont plus d'1 million de hype staké. Mais frérot, tu sais, c'est horrible parce que ça fait tellement longtemps qu'on est sur ce marché, ça fait tellement longtemps qu'on nous dit, on a eu plusieurs fois des sentiments c'est trop beau pour être vrai, et là c'est trop beau pour être vrai, et tu te dis à quelle sauce on va se faire baiser cette fois. Je te jure, c'est horrible. Tu vois, moi je suis sideline et je me dis comment on va se faire niquer cette fois. Ouais, mais parce que t'es pas là depuis le début. Moi, je suis là depuis le début sur HL et ils nous ont pas baisé une fois. Hein. Non, mais moi, je te parle pas de ça. Je te parle pas de comment la team Hyperliquid va nous baiser parce que je pense pas que ça leur traverse. Quel truc on n'aura pas identifié qui va nous péter à la gueule? Parce que les failles, on en a identifié, mais il y a un truc qu'on n'a probablement pas encore identifié. Tu vois, c'est ça qui est horrible sur ce marché de merde. Moi, en fait, t'as la risque de régulation, mais d'ailleurs, Hyperliquid ont fait une lettre à la CFTC ou à la SEC, je crois. À la SEC avec... ils ont fait une lettre directe ouverte à la SEC. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Donc la régulation, ça peut être un enjeu, surtout dans certaines juridictions. Je pense que globalement, en Europe, où tous ces trucs-là, tôt ou tard, on va se faire ban Hyperliquid et puis tout le monde utilisera un VPN, hein, comme d'hab. Et après, le risque, c'est les exchanges centralisés qui veulent pas lâcher leur part du gâteau. Mais pour moi, c'est plus bullish qu'autre chose. Plus CZ et les exchanges centralisés fight Hyperliquid, plus ça montre à quel point c'est une réelle innovation et à quel point ils peuvent avoir un impact significatif et positif sur l'écosystème. Pour moi, plus Easy critique Hyperliquid, plus c'est bullish. Et le moment où il a critiqué, il a tweeté, etc., c'est le moment où j'ai le plus bid à l'époque de Jelly Jelly, parce que Easy qui critique genre un protocole ou une chaîne ou enfin quelque chose dans l'écosystème, ça lui arrive rarement, à part pour des mimes ou des trucs de con, quoi. Clairement jamais. Donc moi je pense que ils font tout ce qu'il faut actuellement, qu'ils ont la vision. Après, est-ce que c'est un bon prix pour en acheter? Est-ce que si ça, j'en sais rien, les gars. Franchement, moi, c'est pas que ça me casse les couilles comme question, parce que après je vais faire le mec imbuvable, mais c'est genre juste, ça fait genre 1 an et demi que je vous en parle et ça me demande maintenant, genre, c'est quoi le bon prix pour rentrer? Franchement, je sais pas quoi vous dire. Et au-delà de ça, moi, c'est même pas ça, c'est que tu vois, on est sur un marché où on a beaucoup tourné en rond, et là, on se retrouve vraiment avec une économie bien à elle, putain de séduisante, en fait. Parce que il y a plein de trucs qu'ils ont repris, mais ils ont repris tellement plein de trucs pour en faire un mélange bon, que tu dis, putain, les gars, ils sont en avance sur pas mal de monde, quoi. En fait, c'est la sensation que ça me donne, c'est que en fait, c'est des gens qui utilisent des produits qui ont fait Hyperliquid. Enfin, t'as l'impression qu'il y a plein de gens qui build des dApps ou des services de trading, etc., mais qui ne tradent pas ou qui n'ont jamais utilisé de dApp, etc. Là, pour le coup, tu sens que
c'est un produit qu'ils ont voulu bâtir par leurs expériences et par ce qu'ils voulaient eux-mêmes, tu vois. Donc, bon. Ça fait un peu, voilà, ça fait un peu trop de propagande, les potes. Je vous propose qu'on enchaîne. C'est pas grave. Voilà, mais c'est vraiment le truc en ce moment qui m'intéresse. On est obligé. Je passe le plus de temps et qui a fait la plus grosse perte de la semaine et qui, alors, je sais pas si on réalise là, on est aux portes du top 10 market cap. Ouais. Et dans les actifs dans le top 10 market cap, il y en a combien qui sont des actifs de Bozo? Parce que faut dire les termes au bout d'un moment, tu vois. Genre, quand dans le top 10 market cap, t'as XRP, Dogecoin, Cardano, Tron, enfin, Bozo, peut-être que, voilà, j'y vais un peu fort, mais je pense que si vraiment ils continuent comme ils sont partis là, je pense que ça peut vraiment partir très loin. Alors après, mais moi, je sais pas, mais je sens que Ripple, un jour, ils vont sortir un banger parce qu'ils ont un trésor de guerre, qu'ils veulent faire un stablecoin et qu'ils ont une force de lobbying et probablement du réseau dans le système financier classique, tu vois. Et je me dis qu'il y a peut-être un monde où Ripple, ils font quelque chose. Mais je crois qu'il y a... Ouais, je crois que j'ai des infos confidentielles, mais je crois qu'ils veulent agir... Je crois qu'ils veulent racheter des trucs en ce moment, Ripple. Bah, il y a eu l'histoire qu'ils avaient dans le viseur Circle, mais ça s'est pas fait. Après, peut-être qu'il y a des choses en off que tu sais, des nouvelles par rapport à ça, mais moi, je pense que Ripple a dans le viseur le paiement transfrontalier, clairement, avec le stablecoin qui va avec. Clairement. Il y a quelqu'un qui dit les boîtes avec le plus de fonds ne sont pas celles qui sortent des bangers. Bah, en fait, le problème, c'est que en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le moment où tu as le plus la dalle, c'est quand tu as encore tout à gagner. Tu vois. Et quand tu as, entre guillemets, tout gagné ou fait tellement d'argent que tu t'en bats les couilles, c'est difficile de garder la dalle. Et je pense que tu es moins formé, tu es moins réactif, tu as moins la vision. Tu vois. C'est très dur d'avoir j'ai une autre lecture. J'ai une autre lecture de ça. Je dirais plutôt que tu vois, quand tu es entrepreneur de 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, tu as tes rêves, ton réseau, ta machin. Donc, pendant un certain temps, tu vas délivrer tout ce que tu as par la tête. Donc, du coup, t'envoies. Mais au bout d'un moment, tu sais, t'as pas toujours la lumière. Des fois, t'es juste en panne d'idées, tu vois. T'as fait tout ce que tu avais besoin de délivrer. En plus, tu grossis, donc tu deviens une grosse bureaucratie. Tu peux pas brûler l'argent n'importe comment. Tu dois demander à un tel ce qu'il en pense. Et du coup, bah, tu perds cette vitesse. Cette bureaucratie. FTX, c'était bon, voilà quoi, mais FTX, ils ont eu une énorme croissance et ils étaient très peu, tu vois. Hyperliquid, ils ont eu une énorme croissance, ils sont très peu. Et si Hyperliquid se staffe énormément d'un coup, pour moi, ce serait bearish, tu vois. Parce que, enfin, ce qui fait que tout le monde se bouge chez Hyperliquid, c'est que la majorité de la team, c'est des devs. La majorité des teams, c'est des devs qui restent chez eux et qui juste envoient de zinzin. Et après, en fait, le problème, c'est que genre, les grosses boîtes aussi, elles sont obligées de se structurer d'un point de vue légal pour la compliance, la régulation. Puis ils font des levées de fonds, donc ils doivent répondre aux attentes des investisseurs et expliquer ce qu'ils font de l'argent des investisseurs. Mais ouais. Bon, en tout cas, parenthèse fermée, actu de la semaine. Non, actu de la semaine, donc je partage mon écran, let's go, c'est parti. Pour le moment, il n'y a pas eu de bug, tout est synchronisé, ma voix, l'image, ça pixelise pas trop, parfait. Bon, bah ça fait plaisir. Donc, les actualités de la semaine, comme d'habitude, remerciements à Bitpanda de sponsoriser cette émission, plateforme qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies, des métaux précieux, des ETF, et qui vont lancer aussi d'autres produits bientôt, dont un Launchpad. Donc, si jamais vous voulez regarder tout ça, vous avez le lien en description sur YouTube. Je vous propose exceptionnellement d'enchaîner plus rapidement. On va parler de mon chouchou à moi, c'est Solana. Vous le savez, je suis très branché Solana. Et Solana, techniquement, c'est vraiment les boss, gros. Enfin, moi, je suis le plus gros rookie bander de Solana depuis la nuit des temps. Et en fait, tu te rends compte que les gars qui se posent les questions de comment on peut rendre le protocole plus puissant, ils sont vraiment au-dessus de la mêlée. Et j'irai même plus loin, je me ferai peut-être des ennemis en disant ça, hein, mais je pense que le jus de cerveau sur Solana explose le jus de cerveau sur Ethereum. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des résultats comme ça. En fait, j'en peux plus parce que Firedancer, Frankendancer, enfin tous ces trucs-là, je les sens pas en tant qu'user et ça fait tellement longtemps qu'on nous en parle. Alors j'ai conscience que les choses prennent du temps, tu vois, mais c'est long, non? Alors, je suis d'accord, je peux pas remettre ça en question. Juste... Moi, j'étais tellement hype, juste ça a été tellement long que... Oui, juste... Ethereum, mainnet plus tout L2 confondu, on est à 240 transactions par seconde. Solana, bon, je sens qu'il va pas vouloir me le charger comme d'hab, depuis que je suis à Dubaï, il me le charge pas. Tu fais des 800, 1000, 1002, et là, sous peu, ils vont doubler le bloc, l'espace de bloc, donc ils vont doubler d'un coup les TPS. Mais c'est pas ça la critique en vrai, parce qu'en fait, genre la performance sur Solana, elle est bonne, mais
genre, j'ai l'impression que genre c'est sous-exploité, tu vois. Enfin, je sais pas, genre, on a des performances de malade et tout ce qu'on se retrouve à faire, c'est trader des putains de meme coins, quoi. Bah, je suis d'accord, mais est-ce que c'est différent ailleurs? C'est ça le sujet, tu vois. C'est que on dit ouais, les meme coins sont sur Solana. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que t'as des gens qui se disent bah moi je choisis Polkadot, Cosmos, machin, bidule, truc pour mon app? Bah non, en fait, c'est juste que le constat il est global à ce putain de marché de cons en fait. Mais en fait, je suis même pas convaincu que les gens ils build. Enfin, en fait, je me pose la question d'à quel point genre il y a beaucoup de nouvelles personnes qui build sur Solana. Genre, j'ai trop Mm. du mal à estimer ça, tu vois. Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça progresse moins vite? J'en Je ai serais pas aucune idée, capable tu de vois. te dire. Je serais pas capable de te dire. En tout cas, voilà, pour revenir à la nouvelle Alpenglow, je vais faire court mais efficace. L'idée, c'est quoi? C'est de refondre totalement le mécanisme de consensus, de vote, de propagation des transactions. Puisqu'aujourd'hui, Solana a une finalité déterministe de 12,8 secondes, même si en réalité, souvent, on a une finalité qui est un peu plus courte parce que je crois que tu as ce qu'on appelle de la confirmation optimiste. Tu sais, le but, c'est que ça arrive vite sur ton wallet et que tu aies l'impression que c'est beaucoup plus rapide. Eh bien, là, il y a une refonte totale du moteur de consensus pour avoir quelque chose où on en est à la limite de la vitesse de la lumière, tout simplement. Donc, la première chose qui est intéressante, c'est que le testnet, ça arrive dans les semaines qui arrivent, les mois arrivent. Et l'idée, c'est que ça sorte à la fin de cette année ou début 2026. Donc, on te dit pas, on nous annonce un truc et on le voit dans 5 ans. On nous dit, vous allez le voir vite parce que c'est prêt. Le white paper, il est prêt. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui va naturellement revenir, c'est de se dire, ouais, bah du coup, c'est bien, mais on nous avait déjà annoncé Firedancer et ça en est où? Bah déjà, Firedancer, c'est live, mais c'est juste que c'est pas adopté par les validateurs. Et pourquoi c'est pas adopté par les validateurs? Parce que, visiblement, en fait, déjà, le client originel Agave, il fait largement le taf. Ils l'ont optimisé à bloc. Et que le fork du client Agave, c'est Jito, bah t'as la MEV dessus. Donc, en fait, les validateurs, ils préfèrent être sur un client avec la MEV parce que c'est ça qui va leur permettre d'être rentable, plutôt qu'aller faire du Frankendancer et Firedancer et perdre en revenu, tout simplement. Parce que le revenu, c'est aussi le nerf de la guerre. Se pose donc la deuxième question, ça va donner quoi du côté des validateurs? Parce que t'as pas qu'une optimisation des performances avec ce nouveau moteur de consensus, t'as aussi un changement fondamental dans l'économie de Solana. Mais je vais d'abord vous parler des performances. En gros, comme on parle de la vitesse de la lumière, en fonction de si ton paquet il doit partir par exemple de la Suisse pour aller en France, bah là la distance elle est courte, ça va prendre que quelques dizaines de millisecondes. Mais si par exemple tu dois faire passer un paquet d'informations de la Suisse à Tokyo ou les États-Unis, forcément ça met plus de temps. Donc, du coup, par rapport à ça, tu vas te retrouver avec une moyenne de finalité entre 100 et 380 millisecondes dans le pire des cas, mais souvent, la moyenne, elle va être autour des 150 millisecondes. Donc déjà, vraiment, quand on parle de 150 millisecondes, c'est ton temps de réaction humain pour faire une action. Quand vous jouez à un jeu vidéo e-sport, que vous êtes en train de prendre une ligne sur Counter-Strike ou quoi, le temps que vous voyez l'ennemi, que vous appuyez sur le bouton, il y a à peu près 150 à 200 millisecondes. Donc là, l'expérience humaine, elle est instantanée. Tu peux encore optimiser l'expérience pour du trading très très haute fréquence si jamais tu passes la main à des robots. Mais en tout cas, pour une expérience d'interaction humaine, on est sur l'instantané. Donc ça, c'est très 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 puissant, tu vois. Ça met vraiment une secouée à tout ce qui se passe sur le marché. Donc je vais pas rentrer plus dans les détails du pourquoi, du comment. Des fois c'est 100 millisecondes, des fois c'est 380 millisecondes. Je vous laisserai regarder l'article à ce niveau-là. Et ensuite, je vous ai dit qu'il y a un changement fondamental au niveau de l'économie de Solana. Pourquoi? Parce que tu le sais, pendant très longtemps, on disait, ouais, Solana, vous dites, vous faites 5000 transactions par seconde, mais en fait, il y en a les 3/4, c'est des transactions de vote, et un quart, c'est des vraies transactions. Parce que les votes se faisaient on-chain. Et ces votes, ils avaient un coût pour les validateurs. C'est-à-dire que quand tu es un validateur de blocs sur Solana, tu as le matériel, donc processeur, RAM, carte mère et compagnie, plus la connexion Internet. Donc ça va te coûter entre 4000 et 6000 dollars à l'année de matériel et de bande passante. Mais ce qui te coûte le plus cher, c'est de voter. Et en fait, le vote coûte 10 fois plus cher que le matériel. Donc, tu vas payer peut-être 70 000 dollars à l'année, dont plus de 60 000 dollars qui sont des votes. Mais avec ce nouveau mécanisme de consensus, les votes, comme sur Ethereum, ils vont se faire off-chain. Tu n'auras plus du tout de frais de vote, donc être un validateur sur Solana va coûter 10 fois moins cher et va devenir beaucoup plus abordable qu'Ethereum. Du coup, va se poser la question, est-ce que ça va avoir un impact significatif sur la rentabilité des validateurs? Est-ce qu'on va avoir une augmentation drastique du nombre de validateurs? Ça va être difficile de répondre pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, des validateurs non subventionnés par la fondation Solana
qui sont rentables, il n'y en a pas des caisses et des caisses, il y en a quelques centaines. Potentiellement, peut-être qu'on va passer de quelques centaines à quelques milliers, je ne sais pas. Mais il y aura des nouvelles problématiques qui vont se rajouter. Mais moi, je m'attends à ce que Solana, qui aujourd'hui a 1300 validateurs, tire sur quelques milliers de validateurs, voire dizaines de milliers de validateurs. Et là, à ce moment-là, la seule chose qu'on pourra critiquer par rapport à Solana, ce sera la taille de sa blockchain et donc la difficulté à avoir un nœud complet avec tout l'historique de la blockchain. Je pense qu'ils bossent aussi là-dessus. Mais pour l'utilisateur final, il s'en fout. Et encore une fois, avec toutes les performances que ça va rajouter, l'amélioration que ça va donner au niveau de l'expérience utilisateur, ça risque d'être extrêmement intéressant. Et en plus de ça, tu peux avoir de l'EVM sur Solana, tu sais, au travers de Neon et d'autres. Et peut-être qu'on se retrouvera avec des émulateurs EVM sur Solana qui seront extrêmement performants, peut-être même plus performants que des Layer 2 EVM. Je ne sais pas. Là, j'ouvre une porte. Voilà. Ensuite, on va parler du hack de Cetus, qui est le plus gros DEX de SUI. C'est très violent ce qui s'est passé. En gros, t'as un hacker qui a manipulé des oracles. Il a créé de toutes pièces des jetons bidons pour leur donner une valeur bidon. C'est-à-dire comme si je vous disais, je lance le jeton capette, je manipule l'oracle pour faire croire que le jeton capette, il a un prix faramineux. Et comme ça, moi, je vends mes jetons capette en échange de jetons qui ont une vraie valeur comme des USDC, des SUI, etc. Dans les grandes lignes, c'est ça ce qui s'est passé. Donc du coup, le hacker, il a complètement dépouillé le DEX. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les validateurs de SUI, qui sont au nombre de 114, ils ont fait un consensus social pour identifier les adresses du hacker qui a vidé totalement les fonds et geler les fonds. Donc se pose la question de la décentralisation. Et moi, je vais vous le dire une chose, le principe dans un réseau qui est pas aussi décentralisé que Bitcoin et Ethereum, c'est de faire ça. On a eu la même critique sur Solana, on a eu la même critique sur Luna à l'époque, juste avant le crash final de Terra Luna pour qu'il aille à zéro. Ils avaient mis à l'arrêt la chaîne. Là, on parle pas d'arrêter la chaîne, on parle d'identifier des adresses d'un hacker et dire « Moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé sur la blockchain, donc je t'empêche de faire passer ta transaction. » C'est-à-dire que quand on me soumet un bloc, eh ben moi, dans ce bloc, si je vois des transactions avec les adresses du hacker, je dis je ne mets pas tes transactions dans le bloc, je prends toutes les autres transactions, mais pas les tiennes. Donc c'est de la censure, c'est littéralement de la censure. Mais c'est de la censure pour le bien du protocole. Donc c'est trop facile à chaque fois de dire ouais, décentralisation, machin. Si à la fin on peut pas agir pour protéger les gens et qu'on est juste en mode ouais, le protocole il doit être neutre, il doit être neutre, il doit être neutre, bah des fois peut-être que la neutralité c'est pas forcément la bonne décision. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Donc du coup, sur les 220 millions et quelques de dollars envolés, il y en a plus de 160 millions qui ont été bloqués. Ils ont proposé 6 millions de dollars aux hackers pour qu'ils rendent les fonds et pour le moment, le hacker n'a pas dit oui. Et il y a également une prime de 5 millions pour identifier l'attaquant. Voilà. Donc je pense que ça va mettre un certain temps. Maintenant, comme on est sur le marché des crypto-monnaies, il faut aussi qu'on parle des magouilles parce qu'il y en a tout le temps. Et c'est vrai qu'en ce moment, putain, les magouilles, ça n'arrête pas. Hein. Donc on va revenir sur Javier Milei, président argentin, qui avait lancé un meme coin puant, qui est parti complètement à la cave et qui nous a dit oui, moi j'en ai parlé du meme coin, mais c'est parce que je suis un passionné de technologie, etc. Et ben il semblerait qu'il y ait des juges qui ont voulu faire sauter le secret bancaire à son sujet, donc il a eu pour obligation de justifier ce qui s'est passé au niveau de ses banques. Et visiblement, il se serait justifié et il y aurait rien. Je mets le clin d'œil. En vrai, peut-être qu'il y a rien, mais moi je pense qu'il est dans une magouille, mais je ne peux pas le prouver. Donc je mets du conditionnel, comme dirait Darkemy, et du coup, bah, il a fait sauter l'enquête à son sujet. Voilà, affaire réglée, je me suis justifié à se faire régler, on passe à autre chose. Donc on n'aura jamais le fin fond de l'histoire, sauf si peut-être il y a des trucs qui vont relancer la machine, mais il s'en tire pas trop mal par rapport à son meme coin de con. Pour vous remettre un petit peu le contexte, hein. Il a fait un tweet de quelques dizaines de minutes avec son meme coin. Le meme coin est monté à 4,5 milliards de FDV et ensuite chute libre et actuellement on est à 26 millions de FDV, donc on a divisé par 200 le prix depuis le top. Voilà. Donc c'était impossible de faire de l'argent sur ce jeton, sauf si t'étais là les premières 10 minutes. Ensuite on a Kraken qui déploie les dérivés en Europe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous voulez, il y a un vrai sujet en ce moment qui, je trouve, est une news très très bullish pour le marché. C'est pour ça que j'attire votre attention. C'est un live qui est sponsorisé Bitpanda, mais je dois aussi vous parler du marché et on n'a pas de censure chez Bitpanda. Ils nous autorisent à parler comme on le souhaite. Pourquoi c'est important? Donc, si vous voulez, depuis quelques années maintenant, en France ou d'autres pays de l'espace économique européen, c'est très compliqué d'avoir des produits dérivés sur des plateformes centralisées. Et donc, les plateformes centralisées ont acquis une licence qui s'appelle MiFID II, qui leur permet justement de proposer des produits dérivés. Donc, les produits dérivés
ça c'est plus ton sujet, Léo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement ce qui fait gagner de l'argent à un exchange, mais c'est aussi ce qui permet de gagner de l'argent aux créateurs de contenu, et c'est ce qui fait aussi beaucoup de volume, beaucoup de volatilité sur ce marché. Donc, c'est ce qui peut aussi ramener des capitaux frais sur le marché. Donc, Kraken est la première plateforme MiFID 2 qui lance son activité commerciale sur les dérivés. On a également Crypto.com qui a le MiFID, Gemini, OKEx, je crois qu'il y a Coinbase aussi. Il y a une filiale de Bitpanda qui a le MiFID 2. Et donc maintenant, tous les exchanges se font la course pour lancer une activité sur les dérivés parce que avoir la licence, c'est une chose, mais tu dois quand même te mettre en place d'un point de vue réglementaire avec les différents régulateurs pour avoir le full feu vert pour y aller. Donc attendez-vous à avoir beaucoup d'exchanges qui vont lancer l'activité sur les dérivés, qui vont sponsoriser des créateurs de contenu et des médias. Et donc, ça va relancer un peu l'activité économique en Europe aussi, en sachant que l'Europe est un très gros marché. Donc, c'est une nouvelle qui est plutôt positive. Donc là, on a eu le lancement de l'activité pour Kraken le 20 mai. Attendez-vous cet été à ce que ça envoie du steak sur les autres noms que j'ai cités. Voilà. Ensuite, on a, comme dit plus tôt dans cette émission, Circle qui aurait envisagé de vendre à Coinbase ou à Ripple son activité. Ça aurait été plus probablement Coinbase, parce que Coinbase est déjà actionnaire de Circle, qui bossent ensemble, qui font des OP ensemble, etc. Au final, ça ne s'est pas fait. Et cette communication, elle n'a pas été faite publiquement par Circle. C'est une communication qui s'est faite par les médias autour de Circle. Et de ce qu'on comprend, comme Circle a l'intention de s'introduire en bourse, c'était aussi une potentialité envisagée pour valider une grosse valorisation de l'entreprise Circle. Voilà. Bon, au final, de toute façon, ils n'ont pas été rachetés et puis peut-être que ça se fera plus tard. Ensuite, on a Genesis, qui est une entreprise filiale de Digital Currency Group, qui est partie à la cave après le crash de FTX. Il me semble que c'était après le crash de FTX, parce que leur boulot à eux, c'était d'être fournisseur de liquidités à plein de plateformes centralisées ou semi-centralisées, et que ce fournisseur de liquidités, après le crash de FTX, s'est retrouvé avec une dette et que cette dette lui a mis le nez dans la merde. Au final, cette boîte, elle est partie en liquidation. Et en fait, il y aurait visiblement une attaque en cours en justice entre la filiale Genesis et la maison mère Digital Currency Group, mais aussi Barry Silver, qui est un des cofondateurs de Digital Currency Group. Genesis accuse Digital Currency Group d'avoir de ne pas avoir fait le nécessaire pour déjà sauver la peau de Genesis, mais surtout, quand la boîte est devenue insolvable, avant qu'il y ait une communication publique pour dire on est insolvable, il y a eu un petit délai où il restait encore des fonds dans les caisses et il semblerait que certaines personnalités importantes de Digital Currency Group, avant de déclarer la faillite, se soient sortis le pognon, donc en front-renant les utilisateurs qui se sont fait avoir, et du coup on leur reproche de ne pas avoir joué franc jeu, d'avoir laissé les utilisateurs le nez dans la merde et d'avoir protégé les fonds en perso, ce que DCG évidemment réfute en disant qu'ils ont travaillé de bonne foi avec les parties prenantes. Bon, affaire à suivre du coup. Et comme d'hab, présomption d'innocence, évidemment, mais des histoires crades dans ce marché, je commence à en avoir plein le casque, perso. C'est vraiment terrifiant. Ensuite, on a Desblocs, qui devient la première société crypto française à décrocher l'agrément MiCA via l'AMF, parce que c'est pas la première société française à avoir eu l'agrément MiCA. L'agrément MiCA, c'est quoi? C'est un agrément qui vous permet, là aussi, de pouvoir faire des activités de vente, achat, échange de crypto-monnaies dans l'ensemble de l'espace économique européen. Donc, c'est un agrément que tu peux obtenir auprès d'un régulateur local, national, comme l'AMF en France, la FCA, enfin non, pas la FCA parce que ça c'est en Angleterre, mais auprès de l'Allemagne, auprès de Chypre, auprès de Malte, etc. Et une fois que tu l'obtiens auprès d'un des pays de l'Union européenne, tu as un passporting dans tout le reste des pays de l'Union européenne. Donc, du coup, si tu veux faire du marketing auprès d'un public espagnol, italien, machin, t'as pas besoin d'aller voir le régulateur local pour le faire. T'as un passporting. Comme à l'époque, avant le Brexit, tu vois, t'avais plein d'établissements financiers qui faisaient une licence en Angleterre pour avoir un passporting dans l'ensemble de l'Union européenne. Là, c'est pareil. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est de la réglementation et que ça vous saoule un petit peu. Tout simplement, le fait qu'on a enfin une réglementation plus claire du passporting, des dérivés pour des gros acteurs qui ont du gros pognon et donc qui vont vraiment envoyer du steak en marketing. S'il y a du marketing, ça fait venir du retail, tout simplement. Et comme on avait aussi cette problématique de ne pas avoir d'argent frais qui rentre sur les marchés, peut-être que tout ça, ça va stimuler de l'argent frais sur les marchés. Donc pour moi, c'est une news qui est plutôt positive
d'avoir du Deblock, du Kraken, etc. qui touchent chez nous au marché. Je vois des Ensuite, questions dans le chat par rapport à des n'hésite blocs. pas. Moi, j'utilise. J'ai jamais eu de Pareil, souci tout le temps. avec. C'est super fluide. C'est nickel. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien dans le chat. Pour le coup, moi, vraiment, j'utilise au quotidien. Donc, Pareil. je pense que ça peut vraiment intéresser les gens. Je vous mets ça et vous avez 3 mois de premium offert si jamais vous passez par le lien. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est une des solutions que j'utilise le plus parce qu'en fait, je peux déposer mes cryptos, les mettre en euros, les dépenser en Apple Pay, les envoyer à n'importe quel IBAN super rapidement. Et on a fait une vidéo que tu peux d'ailleurs envoyer aussi dans le chat. Mais, tout à fait. Et en plus, il y a un système de points, un système de blocs, etc. Il y a pas mal de gamification dedans. On peut personnaliser les cartes. Enfin, genre, c'est super cool. Et c'est en train d'évoluer très positivement. Donc très content. Et voilà. Le produit est top. Les frais sont plus chers, par exemple, que sur un Kraken, etc. Mais au moins, c'est instant, c'est pas prise de tête. Et c'est surtout que tu as un wallet en self-custody dans l'app, en fait. C'est-à-dire que tu déposes pas tes sous chez des blocs. Quand tu déposes de la crypto, tu déposes ça dans un wallet dans lequel sur lequel tu as accès au fonds et sur lesquels tu peux envoyer de l'argent à un autre wallet, par exemple. Donc, c'est toi qui as les clés pour accéder à ce wallet-là avec des blocs. Mais des blocs ne peuvent rien faire sur ce wallet crypto sans ton autorisation. Donc, voilà. Tout à fait. En gros, ce que fait des blocs, c'est une interface entre un compte courant, parce que tu as quand même un compte courant avec un IBAN, si tu dois recevoir des salaires, envoyer des virements bancaires, etc., et des wallets, en fait. Et à partir du moment où vous vendez quelque chose, eh bien, vous vendez, entre parenthèses, à des blocs qui va vous donner des euros sur votre compte courant des blocs. Et pourquoi je parle de compte courant? Parce que c'est pas une banque, d'accord? C'est pas une banque, c'est pas une néobanque, ils ont pas l'agrément banque, mais ça fonctionne comme une banque, parce que tu as un IBAN, un compte courant. Voilà. Je crois qu'on bug. Je sais pas pourquoi. Oh là là, t'as les DM Twitter qui bug, t'as Twitch qui bug. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une folie, là, les réseaux. On se fait attaquer par les Illuminati ou quoi? Du coup, je vais vous partager mon écran. Hein. Ouais, je confirme que je vois ton écran. Ok, nickel. Enlever ça, tac. Ok, J'enlève le QR code. Pour BTC, du coup, écoutez, cette semaine sur BTC, ultra clean, quoi. Pourquoi? Tout simplement parce que on avait notre range ici, très facilement identifiable. C'est là où, en fait, globalement, on a consolidé avant de casser par le bas. On a réintégré le range, on a réutilisé le range ici comme support. Ensuite, on a retesté la dernière résistance weekly, sur laquelle on a pas mal galéré. Comme vous voyez, il y a eu pas mal de rejets ici. Et là, pour le coup, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, quasiment au-dessus du dernier ATH. Et donc, moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir si on est capable derrière de tenir ce niveau-là, ici, en fait, des 105 000 $. D'un point de vue mensuel, d'un point de vue 2 semaines, 1 semaine, tous les biais d'un point de vue EMA sont bullish. D'un point de vue purement price action, on a cassé les résistances et on les reteste comme support. Et donc, moi, de mon côté, sur BTC, pour l'instant, je me fais pas trop de soucis. En fait, le problème sur BTC, c'est si jamais on commençait à clôturer à nouveau, par exemple, sous ce niveau rouge ici, on perdait au passage les EMA ici, en fait, on perdrait la tendance daily. Et surtout, on pourrait voir ça comme une sorte de déviation où en fait, on a notre niveau de résistance ici, on fait un énorme push, et au final, tout le monde croit que c'est bon, et puis derrière, on se renverse et on repasse sous ce niveau-là. Et à ce moment-là, si on repasse sous ce niveau-là, moi, je serais beaucoup plus prudent et ça me donnerait envie de prendre davantage de profit sur le marché, en fait, tout simplement. Je pense pas que ce soit une déviation. Enfin, de toute façon, pour l'instant, on n'y est pas. Mais si jamais on commence à perdre le niveau des, je dirais, 105, 106 000 $, là, à ce moment-là, je m'inquiéterais un peu plus. Oh là, dis pas les mauvaises nouvelles. D'un point de vue EMA, genre sur le daily 3 jours qui nous ont permis de suivre la tendance jusqu'à maintenant, surtout le 3 jours ici, tu vois que c'est vraiment clean. On est toujours au-dessus des EMA. À chaque fois qu'on s'en approche, on les utilise en tant que support. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment rien de bearish, quoi. Mais c'est juste qu'il faut garder en tête qu'on est parti de 74 000 $ pour aller à 112 000 $ en ligne droite, sans réel dip. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose auquel je ferai vraiment attention. Donc on va voir, mais pour moi, l'enjeu, il se fait vraiment autour des 106 000 $, 106, 105. Je pense qu'ici, ça doit absolument tenir. Sinon, on pourrait avoir un piège ou une petite chasse, mais en tout cas, c'est un niveau que je surveille énormément. Sinon, pour parler peut-être des ETF aussi, si on regarde les ETF ici, sur BTC, c'est encore une fois très, très, très en forme. Je pense qu'on voit encore mon écran. Très en forme, effectivement. Ouais. Oh. Parce que, voilà, moi je disais que lorsqu'on était ici, qu'on avait à nouveau des inflows et que souvent ça se faisait par vague. Et pour le coup, on a eu une vague instant et on l'a vu directement sur le prix. C'est-à-dire que
À partir du moment où on a eu des inflows, le prix est parti en ligne droite et retourné en all-time high. Et on voit que les net flows, c'est absolument considérable. Depuis le début, on a fait rentrer 45 milliards de dollars dans les ETF. Donc, c'est la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Donc, vraiment, les entrées nettes, c'est 45 milliards. Et depuis le 21 avril, donc il y a un mois, on a fait rentrer environ 10 milliards. En plus de Saylor derrière qui s'est positionné. Donc, vraiment, moi, d'un point de vue BTC, je trouve ça hyper strong. On a des instituts qui se positionnent. Tous les dips sont rachetés. C'est l'asset qui surperforme toujours tout le reste. Il a fait un nouvel ATH alors que le S&P et la bourse US n'a pas fait de nouvel ATH. Donc, une force relative par rapport à la tech US qui est assez énorme. Des infos de malade d'un point de vue instit. Un Sailor toujours aussi fou. Donc, moi, de mon côté, sur BTC, c'est toujours le good. Sur Ether, d'un point de vue inflow, c'est toujours ultra mou. On a eu des petites entrées, mais 200 millions depuis un mois, 500 millions depuis un mois. Donc voilà, ça bouge doucement. Après, il faut prendre en considération que Ethereum est beaucoup plus petit que BTC, mais quand même, tu vois, genre la différence est assez majeure. Et je pense que même d'un point de vue prix, on le voit assez facilement sur Ether. Que ça galère énormément. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est toujours dans une énorme latéralisation. Et pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est un rebond qui est fort sur Ether. Et je pense qu'on peut aller plus haut. Hein. Mais c'est juste qu'il faut remettre les choses en perspective. Et si tu regardes ETH contre BTC en weekly, ça ressemble toujours à ça, quoi. Donc là où tout le monde s'enflamme sur ETH contre BTC, j'ai envie de dire dézoomer. Et pour l'instant, quand on dézoome... c'est les mauvaises nouvelles. C'est terrifiant, en gros. C'est ça, en fait. C'est terrifiant. En fait, moi, comme je l'expliquais les dernières émissions, j'ai vraiment la sensation que, en fait, c'est 10 fois mieux d'être dans BTC ou même dans un hype que d'être dans Ether actuellement. Alors, peut-être qu'on me prouvera le contraire et peut-être que la chart en USD, elle va faire bouger la chart BTC si jamais on break certains niveaux, etc. Mais en fait, ça semble fou à dire, mais ETH, je préfère, c'est fou ce que je veux dire, hein, mais ETH, je préfère largement l'acheter si on break ce niveau ici, 3003, ouais. Tu vois, sur lequel on a buté énormément de fois. Parce que j'ai la conviction que si jamais on break ce niveau, vu le nombre de fois qu'on l'a retesté, on va juste partir en ligne droite et aller en price discovery et ce sera le moment où on aura le plus à capturer. Plutôt que juste d'acheter ici en espérant qu'on break pas le low et en espérant qu'on break ici et voilà. Donc après, si jamais on a davantage de consolidation et que là on se positionne, là je pourrais me positionner ici avec une invalidation qui est assez proche. Mais je ressens pas l'urgence de me positionner sur Ethereum. Je pense que l'urgence, je la ressentirai quand on breakera les 3008 à avoir les 4000, quoi. Pour moi, c'est vraiment la zone ici qui est la plus importante à regarder, à surveiller. Et tant qu'on la break pas, tout ce que je vois, c'est un asset qui sous-performe BTC. Ça peut paraître bête à dire, mais pour le coup, c'est réellement le cas. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue CoinGecko et tout. Hype aux portes du top 10 market cap. Ça, c'est beau. Et puis, un Ether qui est... Putain, mais Ether, c'est quasiment 10 fois plus petit que BTC. Hein. Bah ouais, je sais bien. C'est 7 fois plus petit, putain, je pensais pas à ce point-là quand même. Là, c'est vraiment une sauvagerie. Donc, écoutez, moi sur BTC, à mon sens, tout est toujours bullish dans le sens où on casse des résistances, on les flippe en support, on a fait un nouvel ATH, enfin, que demander de plus. Le seul point d'interrogation pour moi, c'est si jamais on commence à break les 105K. On voit plus ta fenêtre. Attends. Je pense que c'est plus sur la bonne fenêtre. C'est bon. Voilà. C'est bon. Là, si on break les 105, à ce moment-là, je me poserai des questions. Mais en fait, pour moi, en ce moment, ma manière assez simple d'aborder le marché, c'est de faire du suivi de tendance. Et ce suivi de tendance-là, je le fais majoritairement avec les EMA. Et c'est un peu ce que j'utilise aussi pour Hype. Que si tu regardes en daily, d'un point de vue EMA, on a croisé à la baisse ici, on a croisé à la hausse ici, et depuis on a totalement maintenu le truc. Et quand on marche par-dessus et qu'on a des trucs comme ça, globalement ça veut dire qu'on est dans un range. Mais Hype est ultra tendanciel, BTC l'a été aussi dernièrement. Je trouve que les EMA en 3 jours elles sont limite mieux pour BTC dernièrement. Et du coup moi tout ce que je fais c'est regarder des niveaux horizontaux et suivre les EMA pour rider la tendance jusqu'au moment où la tendance s'essouffle et à ce moment-là se sortir de là. Mais pour le moment sur BTC tout ce qu'on a fait c'est faire un nouvel ATH et casser des résistances, donc je peux pas être nécessairement bearish, même si évidemment il faut garder en tête quand même qu'on est sur on a fait un plus 50% depuis le bottom, quoi. Donc moi je suis toujours 70% exposé, 30% en stablecoin.
Enfin, maintenant, mes poches ont pas mal évolué sur BTC et Hype parce que les deux ont performé. Donc, j'ai moins de stablecoin, mais c'est toujours autant d'un point de vue notionnel, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas pris de profit sur BTC parce que moi, sur BTC, je regarde la tendance mensuelle et en mensuel, on fait toujours des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut avec des EMA qui sont utilisés en tant que support et rien d'alarmant. Donc moi, je reste dans BTC et j'ai pas pris de profit pour l'instant. Enfin, moi, quand je vois le mensuel, j'ai pas envie de prendre des profits. Alors évidemment, on peut se taper plus de consolidation, mais moi, ma conviction, c'est qu'on ne pètera pas les lots et qu'il faut juste un peu de patience. Donc voilà. Et sur Hype, j'ai pas pris de profit, mais il faut le dire, j'ai unstaké pas mal de Hype. Dans le sens où, jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup de Hype staké, mais j'ai pris la décision d'en unstake pas mal. Non pas que je ne crois pas au projet, mais surtout parce qu'en fait, j'ai envie d'être liquide. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si demain, on me donne un prix de malade ou que ça s'enflamme encore plus ou pour n'importe quelle raison, j'ai envie de vendre, je vais être en capacité de vendre. Parce qu'en est, et ça, écoutez bien. En stakant, je peux pas vendre. En fait, en stakant, ce que je pourrais faire, c'est vendre l'équivalent de ce que j'ai staké en shortant les dérivés. Donc, ça me permettrait d'avoir une exposition à zéro sans avoir à vendre mes jetons stakés. Mais j'arrive sur des sizes où c'est compliqué de tout couvrir et donc c'est pour ça que j'ai décidé de staker pas mal de Hype. Évidemment, je fais une croix sur du rendement et évidemment, je fais une croix peut-être sur la qualification pour un airdrop ou juste peut-être un plus petit airdrop, mais je préfère être liquide, surtout quand le prix il a fait x3 à x4 depuis mon entrée, quoi. C'est-à-dire que globalement, j'ai vendu ici, j'ai acheté en moyenne dans ces eaux-là, entre le moment où j'ai commencé à acheter et le bottom. Et du coup, là, on arrive sur genre une phase qui est vraiment verticale, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, des charts qui font ça comme ça, c'est une folie. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à les unstaker pour être en capacité de les vendre. Pour l'instant, je les vends pas, mais par exemple, j'en sais rien si la tendance ne continue pas et qu'elle n'est pas aussi bien maintenue qu'auparavant. Je peux très bien imaginer sortir par exemple si jamais on passe en dessous des EMA en daily, qu'on les croise à la baisse ou ce genre de choses, tu vois. Parce que historiquement, le momentum qu'elles nous ont donné est incroyable, tu vois. Et genre ici, c'était pareil depuis le lancement. On n'a pas tout l'historique parce que c'est arrivé qu'avec les perps, avec PIF et tout, mais globalement, c'est de la tendance. Donc. Et puis, genre, même si j'aime énormément Hyperliquid, il faut que je sois aussi en capacité de prendre des profits sur des montants qui sont assez importants, quoi. Parce que l'objectif, c'est bien d'avoir plein de hype dans sa vie, mais c'est quand même bien aussi d'avoir de l'argent pour en faire ce qu'on veut et d'être liquide, quoi. Donc, et pour rebondir sur ce que tu disais, que ce soit Hype ou d'autres, quel que soit votre affect pour un projet, méfiez-vous des je mets tout en staking comme ça, de toute façon moi le projet j'y crois et tout, parce qu'en fait tu peux te retrouver dans des situations comme il le dit où le prix il va très vite par le haut par le bas d'ailleurs dans une direction et tu dois être capable de vendre, et quand t'es en staking t'es bloqué une certaine période de temps. En fait, en gros, pour vous expliquer, quand vous stakez sur HL, quand vous unstakez, vous avez aucun temps de délai. Mais quand vous envoyez des fonds de votre staking balance à votre spot balance, donc pour pouvoir les trader, ça prend 7 jours. Donc si vous unstakez sur Hyperliquid et que vous les récupérez, il faut penser à initier le transfert parce que sinon vous attendez pour rien en fait. En gros, l'intérêt de comment Hyperliquid a conçu ça, c'est que tu peux unstaker mais restaker directement chez quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Par contre, si tu veux accéder à ces fonds-là, il faut que tu inities un transfert et à ce moment-là, tu pourras les récupérer au bout de 7 jours, quoi. Donc moi, je l'ai fait il y a plusieurs jours et voilà, mon objectif, c'est d'être liquide quand je le souhaite. Donc voilà, donc moi, mes targets sur Hype, en réalité, elles sont plus hautes que maintenant. Surtout elles sont plus hautes que le prix actuel, dans le sens où on a quand même un asset qui se fait racheter entre 1 et 1,5 milliard de dollars par an, avec les buybacks, c'est-à-dire avec les revenus que Hyperliquid font. Ça fait à peu près 1 à 1,5 milliard de dollars de buyback, donc de rachat du token au marché. Donc c'est juste considérable. Bon, disons, même si on avait des estimations basses actuellement, alors que le marché n'est pas non plus to the moon, je dirais aller 600-700 millions. Donc c'est énorme par rapport à un market cap de 12,4 milliards déjà. Je pense pas que d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup d'émissions de tokens. Je pense, comme j'ai expliqué dans ma thèse, j'abuse peut-être un petit peu, mais je pense pas qu'ils vont émettre trop de jetons. Je pense pas que les airdrops vont arriver tout de suite. Enfin, s'il y en a, je pense que ce sera dans un bon moment. Et du coup, je pense qu'il y a largement de la marge pour aller chercher d'autres concurrents. Moi, je pense que
moyen terme, Hyperliquid doit se diriger vers une FDV de BNB. Donc, si on regarde par FDV, déjà par FDV, ça change la donne. Hein. Et si on regarde par FDV, en gros, si on fait deux fois 3 à peu près, fois 2, 2,5. Prix psychologique, $100. On arrive à BNB. Donc, ouais. Donc, si on arrive en fait, Hype à $100, c'est la même FDV que BNB. Sachant que BNB, ils rachètent pas au marché, ils burn, c'est différent, non? Ou c'est du buyback and burn? Enfin, ils en parlent. Non, en fait, ils ont un supply qui dort, qui burn, pour arriver à terme à un supply de 100 millions de jetons, je sais plus quoi. Mais je trouve que c'est pas clair. Peut-être que c'est... Si, c'est qu'ils burn. Ils burn depuis des années. Ils burn depuis des années. Comme ça, ils font une annonce à chaque fois. C'est le burn numéro 20, 30, 40, peu importe. Pour toujours dire, le supply se raréfie. Il y a eu 40% pour la team, d'ailleurs. Et du coup... Voilà, Circulating Supply 168. Et tu vois, à terme... Tous les trimestres, ils décident de combien ils burn. Et en gros, ouais, et ils veulent tendre à 100 millions. Ouais. Et du coup, les calculs, ils peuvent être retrouvés ici. Donc c'est juste histoire de toujours avoir un effet d'annonce de dire on a burn. Et des burns, ils en ont fait une trentaine, je crois, déjà. Hein. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus communautaire, beaucoup moins de VC. C'est du rachat direct de tokens. Je pense que ça peut targeter plus haut. Donc moi, en fait, mon objectif, c'était de TP à partir de $50 jusqu'à genre $100, $120. Tu vois. Alors graduellement, même pas me prendre la tête. En fait, il y a plusieurs manières de faire et de comment moi je verrai le truc. Soit je pose juste des ordres limites dans une énorme fourchette de prix et j'espère qu'on me file une bonne partie. Et je sors complètement quand, je sais pas, on perd les EM1 weekly sur une grosse unité de temps ou que je vois un truc bearish. Soit juste je ride la tendance daily comme je l'ai fait jusqu'à maintenant et j'essaye de suivre un petit peu ce que ça a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en daily, globalement, je rentre quand c'est croisé à la hausse et je me sors quand on croise à la baisse ou qu'on passe en dessous. Quoi. C'est peut-être ultra simple, mais en tout cas, historiquement, ça m'a beaucoup aidé. Et sur un asset qui est aussi volatile et aussi dans des phases qui sont aussi claires que ça, je pense que c'est pas si mal que ça. Alors, petite précision, attends, je te coupe. Important, parce que les gens ont toujours la mémoire sélective. Là, tu nous dis, moi, j'aimerais TP entre 50 et 100 maintenant, mais il y a quelques minutes, tu nous as dit, par contre, si je vois que le prix, il change et que je vois les EMA se croiser, enfin, un changement de tendance, tu pourrais sortir et changer complètement de plan. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des gens, des fois, sur Internet qui te disent, ouais, tu dis tout et son contraire. Non, tu as plusieurs plans, en fonction de si ça monte ou en fonction de s'il y a un changement de tendance. Le truc, c'est que il y a... En fait, peut-être ça peut paraître fou en fait pour des gens ou pas clair, mais en fait, je peux pas réagir genre si par exemple les revenus d'Hyperliquid ils baissent de 50% ou ils baissent de 20% ou de 30%, évidemment que genre le prix va être impacté ou enfin il y a de grandes chances que le prix va être impacté, tu vois. Tout comme si les revenus augmentent ou ils sont sur le point d'augmenter avec un nouveau truc, genre, ça peut aussi changer les choses, tu vois. Donc, je dirais que je regarde le prix, les moyennes mobiles, les revenus, et que tout ça, ça me permet de prendre des décisions qui sont plutôt bonnes, historiquement. Après, peut-être que je vais me foirer, c'est tout à fait possible, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'approche la chose. Je regarde surtout la tendance, les revenus, et BTC aussi, évidemment. Et ce combo me permet de prendre des décisions. Mais évidemment, si BTC genre, ne performe pas ou une structure de retournement ou ce genre de choses, évidemment que Hype va en pâtir et c'est ce qu'on a vu littéralement sur cette baisse de février jusqu'à avril, quoi. Donc voilà. Mais mes targets restent hautes et je pense que même on peut aller plus haut que $100. Mais c'est juste que au bout d'un moment, faut pas être con. C'est pas qu'il faut pas être con, mais c'est au bout d'un moment, si ton prix moyen d'achat il est à 10 ou 12 ou 15, peu importe, et que tu arrives à 60, 70, $80 alors que tu as une grosse size dessus, faut juste apprendre à être raisonnable et prendre des profits. Après, est-ce que ça veut dire tout sortir? J'en sais rien, mais en tout cas, j'adapte en fonction de ce que je vois. Vous utilisez quels EMA? J'utilise 9 et 18 perso. Donc voilà. Okay. Et sinon, dans les choses qui peuvent être assez intéressantes de vous montrer, notamment pour ceux qui sont un peu newbies de HL, vous avez un site comme celui-ci que je vous mets dans le chat qui vous permet de voir combien l'Assistance Fund rachète par jour. Donc en gros, c'est les revenus qui sont utilisés d'Hyperliquid pour acheter du token. Donc, vous voyez que, par exemple, il y a 5 jours, on a racheté pour 4,4 millions de hype, donc ce qui fait pas mal de hype. Et que, en fait, en moyenne, je dirais qu'on est autour des 2,5 millions par jour en ce moment, tu vois.
même plus. Donc 2,5 millions par jour, tu fais x 365, on doit être à 800 millions, un truc comme ça, peut-être plus. Donc ça, c'est le premier site que je voulais vous montrer. Le deuxième site qui est aussi très bien, c'est HyperDash, qui vous permet de regarder des adresses, qui vous permet de voir les top traders. Donc vous pouvez voir les meilleurs traders, vous pouvez voir leurs adresses, vous pouvez voir les vaults, vous pouvez copier des gens, vous pouvez faire plein de trucs. Et notamment dans les stats, on a ici les revenus qui sont affichés de manière claire. Donc par exemple, sur les 30 derniers jours, HL, c'est 57 millions de fees. Il y en a 3% qui sont redirigés vers le HLP, ce que j'expliquais avant, et tout le reste qui va dans les Stones Fund qui est utilisé pour acheter du hype. Donc là, vous pouvez le voir de manière hyper simple, sur plusieurs échelles de temps. Trop stylé. Vous avez aussi un site qui est trop bien, c'est Units. Enfin, c'est le dashboard Unit de HyperDash qui vous permet de voir combien d'assets natifs, donc BTC, ETH, Sol, Fortcoin, ont été bridgés sur Hyperliquid. Donc ils ont été déposés, quoi. Et donc là, par exemple, on voit que depuis le début, il y a 260 millions de dollars qui sont rentrés comme ça, dont 190 millions de BTC, tu vois. Donc ça fait pas mal. Dans les autres sites que j'utilise, vous avez Hyperscan aussi, évidemment, qui est très utile, qui vous permet de... c'est un blockchain explorer, quoi. Mais surtout ici, donc vous avez les revenus ici en temps réel qui sont mis à jour. Quand vous mettez votre curseur dessus, vous avez à peu près ce qu'annualisé. Donc là, sur la journée d'aujourd'hui, on annualisé à 900 millions. C'est pas mal. Ici, vous avez la pression d'achat sur Hype. Vous avez aussi les auctions, parce qu'on peut acheter des tickers et se positionner sur... avoir son propre jeton sur Hyperliquid. Et derrière, par exemple, un truc que je surveille pas mal en ce moment, c'est l'unstaking queue. Donc en fait, on peut voir en temps réel, genre quand est-ce qu'il va y avoir beaucoup de hype qui vont être disponibles à la vente, ou en tout cas de gens qui ont unstaké leur hype et qui vont pouvoir remettre la main dessus. Et on voit qu'à partir du 28, donc dans 2 jours, il y a des pics, et il y a aussi des pics le 30, etc. Notamment parce que le prix s'est pas mal apprécié. Donc ça peut être aussi une des raisons de pourquoi il pourrait corriger tout simplement. C'est clair, Unstake Q, c'est un bon indicateur, ça, je pense. Et tu peux même show les Q historiquement, et tu vois que ici, genre, on est quand même sur des gros pics, quoi. C'est pas très clair, mais quand même, tu vois. Vous avez aussi l'onglet Stats ici, qui vous permet de voir par exemple la quantité d'USDC en spot sur HL, puisque en fait, quand vous avez de l'USDC sur HL, vous pouvez en avoir en perp pour trader les dérivés, ou vous pouvez avoir de l'USDC spot pour trader le spot. Et donc, ce graphique, souvent, il est bien l'USDC spot pour mesurer en fait, les liquidités qui sont disponibles dans les marchés spot et à quel point les gens ont envie de spéculer sur les marchés spot, donc les tokens de projets sur HL, par exemple. Ici, vous avez le graphe des fees qui ont été accumulés par Hyperliquid. Donc, par exemple, on voit qu'au 17 novembre, on était à 80 millions. Là, on est à 372 millions. Donc, vous pouvez suivre ça en temps réel. Vous avez donc les prix des auctions ici aussi. Vous avez le nombre d'USDC sur Hyperliquid. Donc, vous voyez que là, depuis un mois, on a pris 2 milliards de dollars de stablecoin sur Hyperliquid. Donc, il y a 2 milliards de dollars en USDC qui sont rentrés sur Hyperliquid, qui sont maintenant dans Hyperliquid. Donc, c'est-à-dire qu'il y a qui peuvent être vecteurs de revenus. Et puis, en dessous, vous avez en orange le HLP, qui est donc le vault qui permet de market maker à HL, d'ajouter de la liquidité et toucher une partie des frais de la plateforme. Qui a eu un énorme dip, il est passé de 500 millions à 150 millions. Et depuis, il a bien repris et il offre surtout des belles performances. Donc voilà. Et après, pour ceux qui sont gourmands, vous avez sur cet écran ici donc la distribution du supply. Donc comme vous voyez, il y a 7% du supply qui a été racheté par l'Assistance Fund. Vous pouvez le voir en temps réel. Ça fait 2,35% du supply total. Et ici, quand tu scrolles, tu peux voir en temps réel combien de hype ont été achetés depuis que tu es arrivé sur la page. C'est en temps réel parce qu'en fait, toutes les fees sont redirigées vers un wallet qui rachète du hype. Et après, pour les plus fous d'entre vous, vous avez même un tableau qui vous permet d'imaginer en combien de temps l'Assistance Fund pourrait racheter tous les tokens en circulation. Donc, par exemple, sur les 24 dernières heures, on a fait 2,5 millions et on a 37 $. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait 8 ans pour acheter tous les tokens. Mais si tu as des revenus qui sont encore plus élevés et à un prix qui est plus faible, ça te montre que c'est beaucoup plus faible. Donc, ça veut dire que, en fait, la Sunsun, il achète tellement que si le prix était amené à baisser, il accumulerait beaucoup plus rapidement, quoi. Donc, voilà. Ouais. Et voilà, c'est des bons outils. Après, je pense que ce qu'on peut regarder aussi, c'est DeFi Lama, dont je voulais parler, où on a vu que Hyperliquid, en termes de TVL, a une forte croissance. Sur les 7 derniers jours, on est à 31%. C'est le plus gros dans les plus grosses capitalisations, à part Avalanche aussi, qui se met bien. Et tu vois, la TVL est juste en train d'exploser. Bon, la TVL, elle explose parce que le prix explose aussi, tu vois. Ouais, mais c'est le jeu. Ouais. Mais du coup, si tu scrolles, tu peux voir les top protocoles. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Hyperlens, c'est l'équivalent du AAV, mais sur
sur Hyperliquid et zoom sur HyperEVM. Zoom un peu la page. Merci. Ensuite, tu as Felix qui ont un stablecoin qui s'appelle le FEUSD ou sur lequel tu peux aussi faire du lending borrowing. Morpho, pareil, lending borrowing. HyperSwap, c'est pour tout ce qui est swap. Donc, si vous voulez échanger des cryptos sur l'HyperEVM, vous pouvez le faire via ça. Hyperbit, c'est un moyen de mettre des sous dans des vaults qui eux-mêmes vont être distribués au travers de toute la DeFi HyperEVM pour essayer de gagner le plus de points et de farmer un peu tout, plus d'avoir du yield. Et puis après, tu as des LST, du style Looped Hype et d'autres trucs. Donc voilà, c'est encore petit, c'est en développement, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être utile de vous présenter ça. Moi, je vous avoue que je regarde tellement de trucs tous les jours sur HL que je regarde 10 000 trucs, 10 000 sites. Il y a plein de trucs intéressants que je vous montre pas nécessairement, mais c'est plutôt l'occasion. Tu peux montrer le gas tracker de Liquid aussi. Ouais, après, alors attends, faut que je leur montre un truc. Pour ceux que ça intéresse, vous avez un tracker. Enfin, vous avez un blockchain explorer pour l'HyperEVM, donc vous pouvez mettre n'importe quoi. Et puis derrière, vous avez les adresses, vous avez tout. Vous pouvez voir les contrats les plus utilisés. Vous pouvez voir les transactions en temps réel ici. Les derniers blocs. Donc vous avez tout. Pareil, vous avez l'écosystème, vous avez des liens, vous avez les perps, vous avez les metrics, vous avez plein de trucs. Donc ici, par exemple, tu as les TPS sur l'HyperEVM. Tu vois, en moyenne, on est à 4. Mais c'est en croissance lente, mais sûre. Mais c'est surtout, c'est en temps réel. Ouais. Parce que les gens, vous dites, 4, nul. 4 TPS en temps réel. C'est quasiment l'activité sur Bitcoin. Hein. Ouais. Et là, tu peux voir Trending Metrics, tu peux voir toutes les adresses uniques. Donc là, on est à peu près à 18 000 en ce moment, 18 000 par jour. Tu vois le nombre de transactions, etc. Donc sur un an, ça montre des choses assez sympas, tu vois quand même. Sur un an, on est sur une belle croissance. Et pareil, tu as les trending contracts, donc tu peux regarder qui fait le plus de fees, qui est le plus utilisé, etc. Et tu vois très souvent HyperSwap d'ailleurs. Donc voilà. Enfin bref, il y a plein de trucs avec lesquels jouer, notamment sur Persec, sur Hyperscan, sur Hyperdash, sur tous ces sites-là. Donc je vous invite tout simplement à regarder tout ça. Je pense que ça peut être cool. Bah écoute, on a une belle session. Vous avez les liens utiles en description pour ceux qui nous écouteront sur YouTube pour la rediffusion, pas sur le live. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez apprécié mon nouveau setup micro qui devrait être beaucoup plus quali qu'avant. Je vous ferai un tuto à ce sujet-là. Si vous avez aimé cette émission, si vous avez aimé la qualité du micro de mon côté, si vous voulez que Picsou améliore un petit peu le micro du sien, vous nous le dites en commentaire. Ça nous fait un petit peu de commentaires pour le référencement. Voilà. Et il y a plein de choses sympas qui arrivent, notamment la formation Ledger qui est en dernière ligne droite, puisque là, on est en train de faire tester la formation par des personnes qu'on recrute pour nous assurer que tout est impec. Voilà, donc ce sera une formation très complète qui va vous permettre de sécuriser vos crypto-monnaies. Comme ça, vous n'aurez plus jamais à vous dire « J'ai envie de me mettre dans les cryptos, mais j'ai peur de me faire pirater, comment je fais ?» J'ai envie d'interagir avec la DeFi, mais j'ai peur de me faire pirater, comment je fais? On va répondre à tout ça d'abord au format article, après au format vidéo. Et vous avez, comme d'habitude, sur Coin Academy, le site, les formations Bitcoin, Ethereum et initiation aux crypto. Donc, si vous êtes encore un peu novice ou que vous avez envie de compléter vos capacités en crypto-monnaie, tapez simplement sur Google formation Bitcoin, premier lien, c'est Coin Academy. Formation Ethereum, premier lien, c'est Coin Academy. Formation crypto, premier lien, c'est Coin Academy. En France, en tout cas. À Dubaï, il faut scroller un tout petit peu. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, d'être toujours présent. Et voilà, j'espère que... Non, ce live, j'ai pas dosé sur la propagande, mais il fallait expliquer un petit peu. Parce qu'en vrai, j'ai pas eu trop d'occasion d'expliquer toutes les ces outils, choses-là, etc. Les outils. C'est clair. Donc, c'est clair. Donc voilà. Merci beaucoup, Capet, Léo. Et on se dit très vite. C'était Picsou, c'était Capet. Tchuss. Ciao tout le monde.